Bonjour à tous et bienvenue dans Dialogue littéraire, les rendez-vous hebdomadaires de Nouvelles Cartes et Télévision. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler du lien ou bien du rapport qui existe entre la littérature et l'éloquence. Mieux faire connaître la place de l'éloquence dans nos institutions scolaires. Et pour aujourd'hui, nous avons reçu Bornez Chako et Mongo. Il est licencié en droit. Il est coach sur la prise de parole en public et participant à plusieurs fois dans des concours d'éloquence. Il est également organisateur du concours d'éloquence interuniversitaire de 2024. Bonjour, Monsieur Bornez. Bonjour. Oui, Monsieur Bornez, comme je l'ai bien dit au départ, avec vous, nous allons essayer de faire une étude, de faire comprendre aux gens, au public, les liens qui existent entre la littérature et l'éloquence. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre débat, vous pouvez expliquer un peu au public qui nous suit ce que c'est l'éloquence avant d'entrer dans les questionnaires au sens propre. Non, mais je vous dis merci de m'avoir reçu. Et en fait, il est très difficile de parler de l'éloquence à partir du moment où l'éloquence se vit. Mais comme vous voulez que je vous parle d'elle, elle se traduit effectivement par cet art qui permet à convaincre par la parole. Donc, c'est l'art de convaincre par la parole. De cette manière-là qu'on peut concevoir l'éloquence. Et voilà, parce que l'éloquence, c'est l'art de convaincre par la parole. Alors, pouvez-nous maintenant nous dire quels sont les liens qui existent entre la littérature et l'éloquence, les liens. En fait, en ce qui concerne le lien qui existe entre la littérature et l'éloquence, il faudra effectivement se rendre compte que la littérature et l'éloquence sont liées. De quelle manière elles sont liées? Dans la mesure où c'est la littérature qui produit des idées, et c'est elle aussi qui adopte le style d'écriture qu'un orateur doit adapter. Donc la littérature joue le rôle de la production des idées et aussi le rôle de la production de l'écriture. Mais il n'y a pas que ça. Dans la mesure où l'éloquence a besoin effectivement des formules littéraires pour captiver, pour émouvoir et pour séduire. Donc le lien entre les deux fait en sorte que le public et l'orateur puissent bien se connaître. Bien que je le rappelais au départ que la littérature avait pour objectif de surgir les idées, mais l'éloquence reste et demeure la vie, parce qu'effectivement, c'est l'éloquence qui donne forme à la littérature. Donc la littérature en soi En fait, ne peut donc, pas être autonome sans pour autant qu'il y ait l'émission de l'éloquence. donc, vous voulez dire que c'est la littérature qui complète l'éloquence, soit l'éloquence qui complète la littérature. En fait, la littérature joue le rôle des productions. Oui. Mais produire ne suffit pas. Ne me dites pas que vous allez produire dans un endroit où vous n'avez pas d'artiste. Donc, l'éloquence, c'est cet artiste-là qui donne forme à la littérature. Donc, aujourd'hui, s'il faudra choisir, s'il faudra choisir l'art, l'art le plus utile de deux, moi je dirais que c'est l'éloquence, parce que c'est l'éloquence effectivement qui donne forme à cette littérature-là. Voilà. Et de quelle manière ça prend aujourd'hui, où s'enseigne l'éloquence dans nos écoles? De quelle manière ça s'apprend, ça s'enseigne? Bon, en fait, en ce qui concerne l'enseignement de l'éloquence, c'est ça qu'il faudra d'ailleurs rappeler, parce que aujourd'hui, nous nous surpassons pour que le jeune puisse aimer l'éloquence, bien qu'effectivement, il y a des augures de la désolation, il y a le chantre de l'apocalypse qui réduisent l'éloquence euh, à l'art de bavarder, mais sérieusement, l'éloquence aujourd'hui est victime de toutes les mauvaises propagandes, dans la mesure où on la réduit, on la condense, on la contient dans cet art-là de faire du bruit, alors qu'il n'en est rien. Parce que l'éloquence, c'est un outil de changement social et un outil de changement personnel. C'est pour ça aujourd'hui que j'estime d'ailleurs qu'on doit organiser une faculté d'éloquence à part entière pour que le jeune, pour que la nouvelle génération s'y intéresse. Parce que peu importe là où nous sommes, vous vous rendrez effectivement compte qu'on a besoin de l'éloquence. On a besoin de l'éloquence pour émouvoir. On a besoin de l'éloquence pour convaincre. Et l'exemple pragmatique,
c'est lors des campagnes électorales. Lors des campagnes électorales, ce sont les candidats qui parlent le mieux, qui sont beaucoup plus choisis par le peuple. Et quand vous parlez de créer la faculté d'éloquence, vous voulez dire que le peu d'enseignements qui se donnent, soit aux humanités, déjà pour même les juristes aussi, ils ont beaucoup de cours qui ont trait, par exemple, à la manière de convaincre ou de séduire le public. C'est-à-dire que ces enseignements ne suffisent pas, il faudrait maintenant créer toute une faculté d'éloquence. Vous savez, en fait, dans tout ce qu'on fait, surtout, dans tout ce qu'on fait, il y a cette part-là d'imperfection. C'est de cette manière-là que j'estime que, et d'ailleurs, de manière pratique, l'éloquence ne se donne pas, l'éloquence ne se donne pas dans des universités comme vous dites. Moi, j'ai été 6 ans à la faculté de droit, mais jamais on ne m'a appris à parler, jamais on ne m'a appris à convaincre. Je ne sais sur, bon, vous êtes journaliste, vous faites l'IFASIC, et je ne saurais surtout pas déduire si on vous a appris l'éloquence dans vos matières, mais je ne crois surtout pas du tout. Oui, c'est ça. Donc, c'est de cette manière-là que j'estime que l'éloquence est bafouée, elle est sous-estimée alors qu'elle devrait jouer un rôle très important dans notre société. Donc, j'estime honnêtement qu'il faudra créer la faculté d'éloquence pour qu'on s'y intéresse tous. Et pourtant, certaines personnes pensent que l'éloquence est l'apanage des juristes. Ils pensent qu'il n'y a que les juristes qui pratiquent mieux l'éloquence euh, ou cet art-là, je ne sais pas. Non, en fait, moi je dis, ce sont des Cassandres qui, qui réduisent l'éloquence de cette manière. L'éloquence n'est pas réservée qu'aux juristes. L'éloquence, c'est un domaine qui est polyvalent et on a besoin de l'éloquence partout. Pourquoi? Imaginons aujourd'hui que vous êtes entrepreneur. Entreprendre seul ne suffit pas, mais vous aurez besoin de convaincre, des investisseurs. Et qu'est-ce qu'il faudra? Faudra de l'éloquence. Vous êtes journaliste. Qu'est-ce qu'il faudra? Il faudra de l'éloquence. Il faudra convaincre. Même aujourd'hui, sur le plan professionnel, quand vous allez solliciter un emploi, vous vous rendrez effectivement compte que vous n'utiliserez pas le signe, soit vous n'opterez pas pour le silence afin de convaincre un employeur. Non, mais vous aurez besoin de la parole. Et cette parole, effectivement, c'est de l'éloquence. Parce que c'est un art de conviction. Et vous êtes sûr que dans notre pays, par exemple, il y a des gens qui gagnent encore de l'emploi parce qu'ils se sont bien défendus, en disant verbalement. Mais c'est ça le vice. C'est ça effectivement le défaut. C'est ça le problème. C'est ça l'énigme. Dans la mesure où aujourd'hui, les gens ne s'y intéressent plus parce qu'ils estiment d'ailleurs, ils estiment de tort avec tort que seules les personnes qui ont des relations réussissent et effectivement les orateurs ne réussissent pas. Ça, c'est un fait qui est pratique. C'est un fait qui est pratique, c'est un fait qui se vit. Mais voilà pourquoi aujourd'hui, il faudra intervenir pour lutter contre cette antivaleur-là. Parce qu'à force de prioriser les relations, vous vous rendrez effectivement compte que les gens finissent par, ne plus accorder l'importance à la méritocratie. Et avec comme répercussion négative la régression de notre société, la régression de notre contrée. C'est pour ça aujourd'hui qu'il faut fournir beaucoup d'efforts pour mettre en avant les compétences et ces compétences-là se résument à l'éloquence. Et parce que vous parlez donc faire un effort pour redonner en fait assez d'importance à l'éloquence. Vous êtes organisateur de concours d'éloquence, je pense. Oui. Alors, en organisant ces concours d'éloquence, que recherchez-vous exactement? Bon, vous savez, en organisant, parce qu'au-delà d'être organisateur des concours d'éloquence, je suis ambassadeur des concours. Bon,
pas ambassadeur de concours, mais je suis ambassadeur d'éloquence et ambassadeur résultat d'un concours d'éloquence, les talents, où j'ai participé à Lubumbashi. Mais en organisant ces concours-là, effectivement, nous voulons créer une sorte de tribune pour que les jeunes gens se découvrent. Parce que les formations seules ne suffisent pas. Et puisque les formations ne suffisent pas, voilà pourquoi il faut organiser des concours pour que les jeunes se mesurent et les jeunes se découvrent. C'est en se découvrant dans des concours qu'on parvient à s'affirmer en tant qu'orateur. C'est ça effectivement le motif pour lequel nous organisons des concours. Nous voulons créer une tribune pour le jeune et nous voulons vendre les images de personnes qui compétissent à nos différentes compétitions. C'est ça d'ailleurs l'objectif pour lequel nous organisons ces concours. Et combien de fois déjà avez-vous organisé ces concours, dans quel coin? Parce que nous avons l'impression que vous avez choisi seulement un coin, pourtant la capitale est très grande. Je me demande si même vous irez jusqu'à l'intérieur du pays, au lieu de ne rester que dans la capitale. Oui, je concède le fait que nous sommes restés à un coin. Mais si nous revenons sur le premier pas, si nous revenons sur nos débuts, vous vous rendrez effectivement compte que nous avons progressé. Parce que lorsqu'on essaie de faire la comparaison entre ce que nous avons accompli hier et ce que nous faisons aujourd'hui, vous vous rendrez compte que nous avons progressé. En ce qui concerne le nombre de fois que nous avons organisé, officieusement, nous avons organisé 4 concours d'éloquence, mais de manière officielle, nous en avons organisé 2. Et pour le premier concours d'éloquence que nous avons organisé, c'était en 2023, et nous l'avons organisé à l'UNIKIN pour les étudiants de différentes facultés. Parce que j'admets que je suis ressortissant de la faculté de droit. Mais je me t'ai dit que l'éloquence ne devrait pas être perçue comme étant l'apanage des juristes. Voilà pourquoi il fallait ouvrir ce champ-là pour d'autres facultés. Et nous l'avons fait en organisant le premier concours d'éloquence interfacultaire. Et nous avons quitté ce stade-là pour organiser les concours d'éloquence qui a effectivement eu les portées d'interuniversitaires. C'est-à-dire nous avons choisi ou nous avons ciblé quelques universités qui ont pris part. Et Dieu merci que c'était une réussite. Et quelles sont les universités que vous avez choisies? Bon, parce qu'effectivement, dans un premier temps, nous avons lancé une affiche et force est de constater qu'il n'y a que 3 universités qui étaient intéressées. Il y avait l'IFASIC qui a pris part au concours, il y avait l'UNIKIN qui a pris part au concours, il y avait l'UPC qui a pris part au concours, il y avait aussi l'UPEN qui a pris part au concours. Bien que je n'étais pas présent, je devine déjà que c'est un étudiant de l'UNIKIN qui a gagné ce concours. Oui ou non? Bon, oui, c'est un étudiant de l'UNIKIN qui a gagné le concours, j'avoue. Ah oui? Mais un étudiant de l'UNIKIN qui n'était pas ressortissant de la faculté de droit. Ok. Il était maintenant de la faculté des sciences. Ok. Et là, c'est une fierté que j'ai ressentie. Mais il y avait aussi les étudiants de droit non, mais, qui étaient là. Mais quand on dit que l'éloquence est de votre apanage, donc vous devez prendre part en grande partie. Et c'était d'ailleurs la faculté de droit qui était représentée, qui était beaucoup plus représentée parce qu'il avait sur 12 finalistes, la faculté de droit avait 8 finalistes. Mais sur le 4 lauréats, Oui. le premier lauréat, en fait, la première lauréate Oui. n'était pas de la faculté de droit, elle était de la faculté des sciences. Mais là, attendez. La deuxième lauréate Oui. n'était pas de la faculté de droit, Oui. elle était de la faculté de lettres. Maintenant, excusez-moi les termes, mais maintenant, est-ce que c'était pas une honte pour la faculté de droit? Bon, en étant organisateur, Oui. on se doit être impartial, on se doit être neutre. Donc, ce n'est pas à moi de constater la déception pour la faculté de droit, mais aux étudiants de la faculté de droit de constater qu'ils ont régressé, de constater qu'ils n'avancent pas. Et c'est à eux de fournir encore beaucoup d'efforts pour défendre leur faculté. Mais dans ma casquette d'organisateur, je me dois être neutre, je me dois être impartial. Mais à part les organisations,
organisation des concours d'éloquence, quelle autre piste vous proposez aux étudiants, pas seulement de droit, de mieux apprendre l'éloquence, de mieux convaincre les gens à tout moment qu'ils prennent la parole publiquement, hormis les organisations que vous faites? Vous savez, Oui. moi, je me considère comme un autodidacte de la parole. C'est-à-dire, j'ai appris l'éloquence en étant seul. J'ai appris l'éloquence en étant abandonné. Ça, je dois l'admettre. Et je ne voudrais pas aujourd'hui que les gens apprennent l'éloquence dans les mêmes conditions que moi. C'est pour ces motifs d'ailleurs que nous proposons des formations sur la prise des paroles en public. Déjà, nous avons formé plus ou moins 500 jeunes sur la prise des paroles en public. Dieu merci, ces jeunes-là se retrouvent. Parce qu'aujourd'hui, les statistiques démontrent clairement que 80% de jeunes Congolais souffrent de la peur là de parler en public. Et quelles peuvent être, selon vous, les raisons? Les raisons pour lesquelles les jeunes Congolais n'arrivent pas à parler en public? Les raisons sont réelles, elles Oui. sont tangibles, elles sont matérielles et concrètes. Je les ai dit au départ que si aujourd'hui les jeunes ne parviennent pas à s'exprimer en public, c'est parce qu'effectivement, elles mésusent, elles sous-estiment l'éloquence depuis le bas âge. Alors qu'elle devait être d'ailleurs, à défaut de l'organiser comme département, à défaut d'organiser l'éloquence comme faculté. Mais allez-y organiser des cours d'éloquence à partir de l'école primaire et prolonger ces cours jusqu'à l'université. Vous vous rendrez compte qu'on parviendra à résoudre ces problèmes-là de la peur de parler en public. Si aujourd'hui les gens ont peur de parler en public, c'est parce que il n'y avait pas eu de mécanisme pour eux de s'intéresser à l'art. Alors que même en France, il y a ce cours-là de l'art qu'on priorise. Mais en RDC, malheureusement, ça ne se fait pas. Et je crois d'ailleurs fermement que je me battrai, je me surpasserai pour qu'on reconnaisse finalement la valeur de l'art, pour qu'on reconnaisse finalement que l'éloquence doit être intégrée dans les programmes scolaires jusqu'au programme universitaire. Et comment vous pensez y arriver? Parce que c'est pas aussi une mince affaire. Dans notre pays, vous le savez très bien, les conditions de vie sont d'abord un peu compliquées. Alors, lorsque vous organisez le concours d'éloquence, ou soit des formations en prise de parole, parce que tantôt j'ai suivi dans votre CV, j'ai vu que vous êtes aussi coach en matière de prise de parole en public. Comment vous y arriverez? Parce que déjà, si dans une formation, vous demandez de l'argent, demandez beaucoup d'argent, vous savez les conditions de vie de notre pays, est-ce que les jeunes seront motivés pour venir payer, par exemple, la somme, surtout si elle est exorbitante, que vous demandez pour participer à la formation? Comment vous y arriverez? Ne me dites pas que quand on vous demande 10 000 francs de formation, c'est beaucoup. Parce qu'avant d'y arriver, nous avons constaté qu'il y avait des gens qui élevaient les formations à 50 $, 60 $. Et connaissant les défis auxquels nous sommes confrontés, nous avons fait pour que les formations ne soient plus à 60 $, mais pour qu'elles soient à 10 000 francs. Nous l'avons fait. Lors de la première édition de nos concours, les formations étaient gratuites. À la deuxième édition, les formations étaient payantes, mais à 10 000 francs seulement. Donc, si nous avons la volonté, si nous aimons l'art, si nous sommes obsédés par l'éloquence, donc nous finirons par y arriver. Je rappelle bien, c'est l'exemple d'ailleurs pragmatique, c'est une illustration parfaite de ce que je veux dire. À l'UNIKIN, quand on y arrive, l'éloquence, oui, on parlait, mais pas de manière à ce qu'elle s'affirme. Mais aujourd'hui, allez-y à l'UNIKIN, c'est presque tout le monde qui s'y intéresse. Et là, pour moi, c'est une réussite. Pour moi, c'est une fierté. Et puis, quand vous organisez des formations, je pense qu'il y a, il y a une fiche d'identité, par exemple, ou soit d'identification. Quel constat avez-vous fait? D'abord, vous avez eu au total, donc le nombre
les plus grands nombres que vous avez eu de formés. Et ces formés-là sont disons, de quelles facultés, par exemple? Ah oui, Bon, d'accord. ah oui, Les formés sont de quelle faculté? ah oui. Eh bien, c'est de la faculté de l'apanage. Ouais, mais non. C'est comme ça que je vous ai dit au Non, départ que les gens pensent vraiment. non, en Donc, fait, si les gens n'arrivent plus actuellement, ceux qui font le journalisme, ceux qui font la médecine, ceux qui font même l'économie, s'ils n'arrivent plus à se donner à l'éloquence, c'est parce qu'ils pensent que l'éloquence n'est l'apanage que des juristes. C'est non, comme ça que je suis rentré sur cette c'était une question. question, c'était la réponse pour ironiser à ce que vous avez dit. C'était pas juste la participation de l'apanage, de la faculté de droit. Oui, Mais normalement, nous avons formé plus ou moins 500 jeunes sur la prise des paroles en public. oui, Et ces 500 jeunes, aujourd'hui, se retrouvent bien sur la vie professionnelle. Et pas que ça, mais aussi les constats les constats positifs étaient que d'autres facultés se sont intéressées à l'art. Voilà pourquoi je dis, oui. en étant amoureux de l'art, nous surpasserons pour que dans les jours à venir, l'art se retrouve. Et de quelle manière l'art se retrouvera? C'est dans notre détermination à faire en sorte qu'elle ait une place considérable au sein de notre société. Nous introduirons le lettre. Si le lettre, si les réponses sont muettes, c'est-à-dire que si ils ne nous répondent pas, eh ben, nous allons continuer avec des concours et nous allons les solliciter à venir dans des finales pour qu'ils puissent voir comment les gens s'y intéressent. Je crois que c'est de cette manière-là qu'ils finiront par intégrer l'éloquence dans les différents programmes. Oui, et je pense que vous avez, vous organisez aussi des concours d'éloquence dans les écoles, pas seulement dans les universités. Bon, dans des écoles, je n'ai pas encore organisé, mais il y a une association que je tiens à cœur parce qu'aujourd'hui, je ne voudrais pas créer une émulation déloyale, une concurrence déloyale entre les fondations Les Débatteurs et moi. Ah ouais. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les fondations Les Débatteurs sans frontières que dirige mon ami Christian Matamorose qui organise le concours pour les élèves. Mais j'ai été témoin de dernières éditions, j'ai été témoin de ce que je vis autrefois, mais je vous jure que j'étais stupéfait positivement par le niveau d'engagement de ces élèves-là pour l'éloquence. Et d'ailleurs, ces participations ont fait en sorte que le DG des fonds spéciaux pour la promotion des jeunes et de l'entrepreneuriat, Monsieur Joseph Moukendimboui, s'y intéresse. Et c'est bien sûr lui qui a participé à une gratification des gagnants. Donc aujourd'hui, nous avons besoin des acteurs comme ça qui, qui font courte échelle aux différentes initiatives organisées par la jeunesse congolaise. C'est parce que vous venez de dire que vous avez assisté à quelques concours d'éloquence des écoles. Oui. Oui. Alors, comment sont pensées et pratiquées cette éloquence et cette rhétorique dans nos écoles, pourtant, qui sont actuellement mal réputées? Surtout avec la gratuité de l'enseignement, vous le savez très bien, il y a des gens qui ne cessent de le dire, que la qualité de l'enseignement dans notre pays est en train de régresser. Alors, comment sont pensées l'éloquence et puis la rhétorique dans nos écoles? Dans nos écoles. En fait, moi, je me dis que ça ne s'explique pas, mais ça se vit. Je vécu et j'étais emporté. J'ai vécu et que j'étais sur le point de me perdre parce que c'était simplement magique. Parce que moi, en tout cas, je ne sais pas si il faudra adopter quel vocabulaire, s'il faudra adopter quel mot pour détailler ce que j'ai vécu, mais je vous jure que c'était magique. Et là, je tiens en estime mon ami Christian Matamorose et son association Les Débatteurs aujourd'hui qui se mettent dans le panier pour ces élèves-là. Et je vous jure que ces élèves congolais qui sont jeunes ont du potentiel. Et je vous inviterai d'ailleurs à une édition, à la prochaine édition si elle sera organisée bien sûr. Et vous vous rendrez compte que non, les élèves congolais sont intelligents
Et que cette réputation-là, cette mauvaise réputation ou cette mauvaise propagande, elle ne se fait qu'à l'extérieur. C'est une mauvaise image qu'on a. Mais entrez à l'intérieur, venez dans des concours qu'organisent les débatteurs, vous vous rendrez compte que vous vivrez ce que moi j'ai vécu. Et je ne parviens pas à l'expliquer parce que c'était simplement magique. C'était simplement fantasmagorique. Et je ne l'expliquerai pas parce que je ne sais pas si, de quelle manière je vais l'expliquer. Voilà, alors, et vous-même, parce que vous êtes organisateur, vous avez assisté, tout ça. Combien de fois déjà, vous avez été candidat dans des concours d'éloquence et combien de fois vous avez remporté? Oui, c'est ça. Il faut, Combien de fois combien j'ai remporté? Combien de fois remporté? Combien de fois vous avez participé au concours d'éloquence? Mais ce qui est sûr, j'ai déjà remporté. J'ai échoué aussi. Okay. Maintenant, comme je le dis, vous savez que l'amour rend tout facile. Et pour être un orateur de renom, pour être un grand orateur, il faut aimer l'art, il faut pratiquer l'art, il faut aspirer l'art, il faut respirer l'art, il faut transpirer l'art, il faut vivre l'art. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'effectivement, si on aspire à la grandeur, il faut admettre l'échec. Vous savez que le premier pas n'a jamais été facile. Moi, j'ai toujours illustré cette question par mon exemple. Effectivement, il s'agit de moi. Lorsque j'ai préparé mon premier concours d'éloquence, je crois que c'était en 2019, les organisateurs m'ont dit « Monsieur, tu n'as pas le niveau. Tu es en train de forcer les choses et tu ne seras jamais un grand orateur. » Je me rappelle bien. J'étais certes déçu, j'étais certes traumatisé, j'étais certes perdu. Oui, j'étais perdu, j'étais traumatisé. Je ne me retrouvais plus. Et j'avais l'impression d'avoir perdu mon identité par ces paroles funestes qui ont dérangé tout mon être. Mais je me suis dit que mon amour pour l'art, mon obsession pour l'art finiront par l'emporter. Aujourd'hui, je suis très fier de dire que j'ai compéti 14 fois. J'ai compéti 14 fois, mais sur les 14 fois, j'ai perdu 13 fois et je n'ai gagné qu'une fois seulement. Qu'à cela ne tienne, moi, ça ne me décourage pas. Qu'à cela ne tienne, je sais ce que je vise. Et ce que je vise, c'est une forte grandeur. Et ce que je vise finira par être vécu dans les jours à venir. Et ces gens-là finiront par m'applaudir. Mais peu importe ce qui se passe, peu importe ce nombre d'échecs, mais j'avoue qu'il y a des gens qui me prennent pour modèle. Il y a des gens qui me prennent pour exemple. Et aujourd'hui, je suis très reconnaissant parce que l'éloquence a fait de moi l'organisateur des concours. L'éloquence a fait de moi un formateur accompli que les gens devraient prendre pour modèle. Certes, ce n'est pas parce que je n'ai pas été à la hauteur, que je n'ai pas eu cette largesse-là de remporter des compétitions. C'est effectivement parce que chaque compétition a ses réalités. Et on dit toujours, pour justifier cette réalité obscure, ils disent toujours que le jury est souverain, que les membres du jury sont souverains, ils sont autonomes de leurs décisions. Ça, c'est ce qu'ils disent. Même si la réalité, ce n'est pas ça. Oui, maintenant parce que nous parlons de nombre de fois que vous avez eu à participer au concours d'éloquence, l'Académie de droit international de La Haye vient d'organiser la 4e édition de concours d'éloquence, de plaidoirie, plaidoirie d'éloquence, je pense bien. Mais apparemment, je ne vous ai pas vu parmi les participants. Quelles ont été les raisons pour lesquelles on ne vous a pas vu? Parce que je vous assure que le public vous attendait. Mais on ne vous a pas vu malheureusement. Alors, le public m'attendait, mais le public ne m'a pas vu. Oui, c'est ça. Ne m'a pas vu. Oui. Et je me dis que ce public-là doit être fier parce qu'il y a encore d'autres personnes qu'on découvre. Ne me dites pas aujourd'hui qu'on va résumer l'éloquence à la personne des Braun. Non, ça ne suffit pas. On doit aujourd'hui se satisfaire
du fait qu'il y a d'autres personnes aujourd'hui qu'on découvre. L'occasion pour moi de saluer ces orateurs-là qui ont fait la fierté de la RTC en Europe. Ce sont nos ambassadeurs que nous devons d'ailleurs soutenir. Ce sont nos léopards juridiques. Ce sont nos léopards d'éloquence. Parce que c'était un concours très compliqué. C'était un concours très compliqué. C'était un concours ardu dès le départ, mais ils se sont surpassés. Et moi, je ne ressens que de la fierté d'avoir connu ces personnes-là. Vous avez Maxime Kitengui, vous avez Ben Mutombo, vous avez Shekina Mujinga, vous avez Christopher Ampiana, vous avez Madame Deborah Sabanga, la très talentueuse. Et moi, aujourd'hui, je suis très fier de ce qu'ils ont accompli. Donc, si le public m'attendait, oui, le public avait raison de m'attendre. Et moi, mon attente, c'était limitée à soutenir ces gens-là pour qu'ils puissent faire la fierté du pays. Et je pense que notre pays a été représenté par 2 ou 3 universités. Oui. Il y avait aussi l'université de Lubumbashi. Parce que moi, je vous suis de près, je vous suis de près. Peut-être que vous ne le constatez pas, mais il faut que vous l'appreniez. Je vous ai vu lorsque l'UNIKIN a été proclamée championne, s'il faut le dire. J'ai vu une publication de votre part sur les réseaux sociaux en train de... Bon, je ne sais pas, comme si en train de vous manquer de l'université de Lubumbashi. Pourquoi? Apparemment, ça vous a fait du bien. Oui, ça m'a fait du bien. Oui, comment? En fait, sur le plan interne, ça m'a fait du bien parce que je suis ressortissant de l'UNIKIN et voir l'UNIKIN aller à ce stade, moi, ça m'a fait du bien. Et sur le plan international, les gens de Lubumbashi, nos amis de Lubumbashi, que je respecte d'ailleurs parce que moi, mon idole sur la prise de parole en public est à Lubumbashi. C'est Maître Ben Kalamo. C'est en regardant ces vidéos que je me suis forgé. C'est en regardant ces vidéos que je me suis adapté à cet art-là d'éloquence. Donc moi, le talent que j'ai, ou les talents qui ont été découverts aujourd'hui, ne vient pas de l'UNIKIN, mais ça vient de Lubumbashi. Donc, aujourd'hui, on doit admettre qu'il y a une concurrence qui existe entre ces deux universités. D'une part, vous avez l'UNIKIN, et d'autre part, vous avez l'université de Lubumbashi. Alors pourquoi où placez-vous l'université catholique du Congo et puis l'université protestante du Congo? Aujourd'hui, revenons même sur le plan sportif, il existe beaucoup de clubs de foot. Même si aujourd'hui on admet que le FC Barcelone n'a plus de grandeur comme il avait avant, mais quand il s'agit de confronter le Real Madrid, vous avez l'impression qu'il y a une grande rivalité entre les deux universités. Moi, je respecte beaucoup l'UPC, je respecte beaucoup l'UFASIC, je respecte beaucoup d'autres universités. Mais je suis centré sur cette concurrence-là qui existe entre l'UNIKIN et l'UNILU. Et une concurrence à laquelle l'UNIKIN l'emporte toujours. Parce que moi, je me rappelle bien, quand j'ai pris part au concours à Lubumbashi, j'avais perdu. J'étais 5e. Oui. J'étais 5e. Et les gens de Lubumbashi étaient satisfaits. Ne me dites Donc pas... les gagnants sortaient de Oui, l'UNILU? les gagnants étaient de l'UNILU. Okay. Ne me dites pas que les étudiants de l'UNILU devraient se satisfaire de voir, au nom de l'amour, de voir un étudiant de l'UNIKIN gagner, mais sérieusement. Qu'est-ce qu'ils ont voulu à cette époque-là? Ils ont voulu que je perde. Ils ont voulu que je perde. Et lors de cette concurrence déloyale, non, et lors de cette concurrence loyale, et lors de cette publication, ils m'ont rappelé, mais Bombron, tu as oublié que toi, tu as enlevé ta veste pendant qu'il faisait froid à Lubumbashi parce que tu avais échoué. Donc l'échec avait réchauffé le climat à cette époque. Et moi, je prends cela de manière très positive. Mais au-delà de tout, moi, je respecte les gens de l'UNILU. Ils sont forts, ils sont meilleurs. Mais vous êtes plus fort. Non, mais c'est ça. Mais vous dites bien, les gens de l'UNILU sont forts, ils sont meilleurs. Moi, je dis, donc l'UNIKIN est plus meilleur, ou je ne sais pas comment il peut dire ici, bon, pas plus meilleur, est meilleur. Mais nous l'avons vécu, non? Nous l'avons vécu au terme de la compétition organisée. Mais de quelle manière voudriez-vous aujourd'hui qu'on mesure la grandeur de l'UNIKIN et de l'UNILU? C'est dans des compétitions.
et une compétition était organisée, une compétition à laquelle l'Unikin l'a emporté, qu'est-ce que vous voudriez finalement? Ne me dites pas aujourd'hui que vous direz que le FC Barcelone est meilleur que le Real Madrid, sachant bien que c'est le Real Madrid qui vient de remporter une compétition européenne, sachant bien que c'est le Real Madrid qui a remporté la Liga. Qu'est-ce que vous voudriez finalement? Mais admettez, reconnaissez que l'Unikin reste et demeure la mère nourricière, mais l'Unilou vient en deuxième place. Je voudrais dire merci parce que dans toutes les compétitions qu'on a organisées, il y a des personnes qui nous ont prêté main forte, il y a des personnes qui nous ont fait courte échelle. Et la dernière édition était parrainée par M. Christos Mukendi, par le président Christos Mukendi, qui a mis ses moyens en jeu pour que le concours se déroule dans des conditions idoines et magnanimes. Mais il n'y a pas que le président Christos Mukendi, il y a l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, M. Koloma Ben Baruch, qui a toujours soutenu l'initiative parce que je rappelle comme toujours qu'il a été là à la première édition, il était là aussi à la deuxième édition pour nous soutenir. Il y a l'honorable Christelle Voanga, il y a monsieur le bourgmestre délimité, monsieur maître Isaac Mukendi, qui est toujours là pour soutenir cette jeunesse qui monte en puissance. Mais sans oublier ma jumelle, Merveille, qui depuis le Canada m'encourage toujours dans ce que je fais. Donc c'est ça en tout cas en termes de remerciement et en termes de gratitude. Voilà, mesdames et messieurs, nous vous remercie de nous avoir suivis et c'est la fin de notre émission de dialogue littéraire, les rendez-vous hebdomadaires de Nouvelle Carte Télévision. Comme nous l'avions dit au début, aujourd'hui nous avons reçu Brown Mongo et avec lui, nous avons parlé du lien, du rapport qui existe entre la littérature et l'éloquence. À cela, nous avons aussi essayé de toucher, de comprendre la place de l'éloquence dans nos institutions aujourd'hui et comment, de quelle manière cette éloquence continue de s'apprendre. Nous vous disons merci et abonnez-vous sur notre chaîne, abonnez-vous massivement. Restez branchés sur les antennes des Nouvelles Cartes Télévision pour ne rien rater.